Pendant des années, la Russie a bâti un empire, mais pas toujours au sens traditionnel. Il y avait eu quelques invasions occasionnelles avant la guerre en Ukraine, mais l'arme de prédilection de Vladimir Poutine avait généralement été l'influence de son pays. Soutenue par sa puissance militaire et son statut militaire apparemment indomptable, la Russie a pu étendre ses tentacules partout, de la Biélorussie au Moyen-Orient jusqu'à l'Amérique latine. Poutine avait des régimes, marionnettes à foison. Mais le mythe de la puissance militaire russe a été brisé en Ukraine, et l'empire russe en paie le prix. L'empire de Poutine s'effondre tandis que les régimes marionnettes russes s'écroulent. Actuellement, aucun pays ne reflète davantage l'influence déclinante de la Russie que le Venezuela. Le pays subit la pression tandis que les États-Unis rassemblent et en tirent des navires et menacent de détruire tout bâtiment jugé menaçant pour leur sécurité. À savoir les navires liés aux cartels et gangs de la drogue vénézuéliens. Effrayé par la pression des États-Unis sur son pays, le président vénézuélien Nicolás Maduro a demandé l'aide de tous les pays susceptibles de l'aider. La Russie fait partie de ces pays. Comme l'a rapporté le Washington Post le 31 octobre, Maduro aurait écrit à Poutine pour demander à la Russie de livrer radars, avions, matériel de réparation et missiles au Venezuela. Et Poutine a répondu à l'appel. Pour le président russe, la situation au Venezuela permet à la Russie d'étendre son influence en Amérique latine en fournissant des armes. Maintenant, Poutine pense qu'il pourra tenir Maduro à sa merci pour tout ce qu'il voudra. Plus tard, une marionnette est créée, ou du moins davantage contrôlée qu'elle ne l'était déjà, alors que l'empire russe s'étend. C'est cette logique qui a poussé Poutine à envoyer un avion cargo à Caracas. On ne sait pas ce que transportait cet avion, un Ilyushin, 76 Russes. Cependant, Defense News note que cet appareil peut transporter jusqu'à 50 tonnes de marchandises ou 200 personnes. Des armes légères, du matériel militaire et des mercenaires ont déjà été livrés au régime fantoche de Poutine, à l'aide de ces avions par le passé. La livraison au Venezuela a apparemment inclus au moins ceci. C'est ce qu'affirme Doordarshan News, en Inde, qui prétend que les types d'avions que la Russie envoie au Venezuela sont liés au groupe Wagner russe. Cela soulève la possibilité que des mercenaires du groupe Wagner, ainsi que tout équipement que Poutine choisit d'envoyer, opèrent à l'intérieur du Venezuela. Cela semble suivre le manuel d'expansion russe. Poutine cible un pays ayant besoin d'aide de la Russie. Il fournit ensuite à ce pays des armes et un soutien qu'il peut utiliser comme levier pour transformer ce pays en un état fantoche de la Fédération de Russie. Comme le rappelle Jay et Kiev dans une vidéo YouTube du 2 novembre, Maduro est assez désespéré pour offrir à Poutine presque tout ce qu'il veut contre l'aide russe. Il a appelé Poutine, qui a envoyé Wagner, dit Jay. Ils ont récupéré environ 150 millions de dollars des réserves d'or de la Banque centrale du Venezuela. La compagnie pétrolière d'État vénézuélienne a transféré le siège de sa filiale européenne en Russie, offrant à Poutine plus de contrôle sur ses actifs. C'est du pur désespoir de Maduro. Comme le souligne Jay, cela a poussé les Vénézuéliens à payer jusqu'à 70 $ le gallon d'essence. Gardez à l'esprit que le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, estimées à 303 milliards de barils. Il ne devrait pas faire face à une crise de l'essence. Et pourtant, le Venezuela est confronté exactement à cela. Une crise de l'essence, en partie à cause du refus de Maduro d'agir contre les cartels et des tentatives de Poutine d'étendre l'influence russe en Amérique latine. Mais à ce stade, vous vous demandez probablement, quel rapport tout cela a-t-il avec l'effondrement de l'empire de Poutine ? En réalité, la situation au Venezuela semble illustrer que Poutine fait ce que la Russie fait depuis des décennies. Certes, l'empire paraît s'étendre, mais il ne fait que décliner. Même si cela semble habituel pour la Russie, ce que Poutine fait pour le Venezuela n'est pas la démonstration de force qu'il imagine. La Russie provoque ce même pays. Elle pensait qu'il la soutiendrait discrètement, ou du moins ne s'y opposerait pas lorsqu'elle a commencé l'invasion. Jay et Kiev expliquant davantage. 2 énormes cargaisons d'armes envoyées à Maduro en une semaine ne font que confirmer le destin de Poutine, dit Jay, révélant qu'un deuxième avion a atterri au Venezuela. D'abord, ça énerve Trump alors qu'il contrôle les Tomahawks, dit Jay. Il ajoute une deuxième explication possible aux actions de Poutine. Poutine n'a aucune idée de ce qui se passe, ou alors il est tout simplement suicidaire. Et c'est un point clé. Poutine n'est pas simplement en train d'étendre l'influence de la Russie ici, comme il l'a fait de nombreuses fois par le passé. En intervenant au Venezuela, il s'attire la colère des États-Unis. À un moment où Trump soutient l'Ukraine plus qu'il ne l'a jamais fait à aucun autre moment de son second mandat en tant que président. Comme mentionné plus tôt, les États-Unis se préparent à un affrontement avec le Venezuela, ou plus exactement, contre les gangs de trafiquants de drogue du pays. Le 1er novembre,
Sky News a indiqué que des images satellites montraient des navires militaires américains s'exerçant à 200 km des côtes vénézuéliennes. Ces navires ne se trouvent pas aussi près des eaux vénézuéliennes sans raison. Ils menacent Maduro, permettant à Trump de faire pression pour obtenir ce qu'il souhaite. En ce moment, l'United States Ship Iwo Jima et 2 autres destroyers opèrent dans les eaux des Caraïbes, ce qui les place à portée militaire. En parlant du Venezuela, Sky News précise que le porte-avions United States Ship Gerald R. Ford a aussi été envoyé dans la région avec 3 destroyers. La décision de Poutine d'aider le Venezuela maintenant n'est pas seulement une façon de narguer les États-Unis. Il met carrément son nez dans les affaires américaines. Cela compromet presque sûrement les chances de Poutine d'obtenir la paix qu'il souhaite après la guerre en Ukraine. Le désespoir de Poutine a prouvé que la Russie reste une menace géopolitique mondiale affecte l'effort de guerre russe en Ukraine. Poutine a besoin de toutes les armes possibles pour maintenir la pression sur l'Ukraine dans une guerre de près de 4 ans. Jay et Kiev notent que plus Poutine fournit d'armes au Venezuela, moins il en a pour attaquer soldats et civils ukrainiens. Si des mercenaires de Wagner vont aussi au Venezuela, cela montre que Poutine affaiblit la Russie en Afrique. Poutine a perdu la tête. Jay et Kiev disent « Si je devais miser ma vie et choisir, je pense que c'est ce qui arrive, et c'est très bien. C'est la fin des temps, c'est la feuille de route de Poutine vers la fin. Le point que Jay semble soulever est celui-ci. C'est Poutine qui s'agite pour conserver l'influence que la Russie possède encore, à un moment où il a affaibli cette influence à l'échelle mondiale. L'armée russe n'est clairement pas la puissance vantée par Poutine, sinon l'Ukraine aurait déjà été vaincue. La Russie reste engagée dans un conflit qui pourrait durer des années. Chaque année supplémentaire démontre à quel point l'armée qui soutenait les ambitions impériales de Poutine est en réalité faible. Et pour aggraver les choses, Poutine n'arrive même pas à obtenir ce qu'il veut vraiment accomplir, comme il le fait au Venezuela. Poutine veut que l'Occident redoute une implication russe dans le conflit vénézuélien, au-delà de faire de Maduro une marionnette. Pour illustrer ce point, Poutine a ratifié le 27 octobre un accord stratégique russo-vénézuélien, selon Iran Press. Cette signature a été délibérément retardée, car l'accord avait en réalité été rédigé en mai dernier. Poutine invoque la signature de l'accord pour justifier ses envois au Venezuela, mais cela n'a pas l'effet attendu. Quel est cet effet ? Les États-Unis devaient sans doute rapatrier leurs navires, au lieu de les laisser au large du Venezuela. Cela ne s'est pas produit. Les États-Unis n'ont plus peur de Poutine. Ils se rendent compte qu'une poignée d'armes envoyées par quelques avions cargo n'est guère plus qu'un geste symbolique. Une tentative faible de Poutine, pour garder le contrôle sur un pays qui lui échappe. La Russie n'envoie même pas de bonnes armes au Venezuela, soulignent Jay et Kiev. Ils notent que les avions cargo russes se sont arrêtés dans plusieurs autres pays, dont l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie, en route vers le Venezuela. Ils ont probablement récupéré des armes lors de ces escales. Mais il s'agirait d'armes que Poutine jugeait pas assez utiles pour les ramener pour la guerre en Ukraine. Poutine aide Maduro avec le peu qu'il lui reste, dit Jay. Mais cela ne suffira pas. Comment cela pourrait-il suffire ? Le Venezuela n'est pas en mesure de faire la guerre aux États-Unis, même avec l'aide de Poutine. Poutine brandit le poing face à quelqu'un qui lui braque un pistolet sur la tempe. La menace ne fonctionnera pas, ce qui est le signe le plus évident que le puissant est tombé et que l'empire de marionnettes de la Russie s'effondre. Tout cela rappelle beaucoup la Syrie. La Russie avait soutenu la Syrie d'une manière très similaire à celle dont elle essaie maintenant de soutenir le Venezuela. Bien avant que Poutine ne devienne président, l'Union soviétique s'était déjà imposée comme le principal soutien militaire de la Syrie dans les années 1950. Cette relation s'est renforcée après quelques périodes d'interruption dans les années 2000, alors que la Russie et la Syrie se sont toutes deux retrouvées en opposition avec les États-Unis. La Russie a fini par soutenir le régime Assad tout au long des années 2000, s'assurant ainsi un autre régime fantoche, auquel elle a envoyé bien plus d'argent et d'armes qu'elle n'en envoie actuellement au Venezuela. Cela n'a rien changé. Fin 2024, le régime de Bachar el-Assad s'est effondré, et Poutine a perdu un point d'appui stratégique clé au Moyen-Orient. La Russie doit verser 23 millions de dollars au nouveau maître de la Syrie, d'après le Wall Street Journal, juste pour garder ses bases militaires. Poutine a perdu le contrôle de la Syrie, malgré un soutien à Assad supérieur à celui accordé à Maduro au Venezuela. L'affaiblissement de la Russie en Ukraine a sans doute accéléré la chute de la Syrie. Près d'un an après, la Russie est encore plus affaiblie. Pourtant, alors que Poutine cherche à s'imposer au Venezuela, sa position s'effondre. Privé d'accès à la Syrie, Poutine resserre les liens de la Russie avec l'Iran, selon Jay and Kiev. Il affirme que la Russie a commencé à fournir des armes à ce pays autant qu'elle le peut.
Encore une fois, Poutine tente un coup de force qu'il ne peut plus mener. Autrefois, en armant l'Iran, la Russie aurait donné à Poutine plus de contrôle sur une autre marionnette. Aujourd'hui, l'Iran jouant un rôle clé en Ukraine avec ses drones Shahed, c'est Poutine qui rend l'appareil. Tout cela rappelle Hitler. Jay Enkev conclut « Les fantasmes d'un dictateur fou qui sombre ». Poutine pense que la Russie est plus puissante et influente qu'elle ne l'est réellement. Il découvre rapidement la vérité. Alors que l'influence de Poutine au Moyen-Orient diminue et que ses tentatives d'influencer les États-Unis via le Venezuela échouent, il garde une certaine influence. La Biélorussie reste une marionnette, comme l'a toujours souhaité Poutine. Le président Alexandre Loukachenko a offert son territoire à Poutine pour l'invasion de l'Ukraine. La Biélorussie a servi de base principale pour l'opération militaire spéciale. Rien ne semblait pouvoir ébranler la mainmise de Poutine sur cette partie de l'Empire russe. Détrompez-vous! Comme au Venezuela, les actes russes en Biélorussie suggèrent que Poutine contrôle totalement sa marionnette Loukachenko. La Russie a envoyé des missiles Oreshnik en Biélorussie, que Loukachenko compte déployer en décembre selon un porte-parole. Loukachenko a bien rempli son rôle de marionnette de Poutine en vantant la puissance du missile. Jay et Kiev diffusent des images d'un événement de propagande en Biélorussie, où le président dictatorial s'exprime. L'Oreshnik est une arme redoutable, opérationnelle en décembre. Je veux qu'ils sachent que nous pouvons agir si nécessaire. Ceci était pour un public étranger. Ensuite, nous discuterons avec Poutine, déciderons et agirons. Donc ne nous provoquez pas. Tout cela sort tout droit du manuel de manipulation de Poutine. Envoyer une arme à un État fantoche, puis utiliser cet État pour transmettre les menaces que Poutine veut faire passer. Cependant, comme au Venezuela, regarder derrière le rideau biélorusse montre que tout n'est pas idyllique dans cet ex-État proxy russe. Al Jazeera disait déjà cela en janvier lorsqu'elle a relayé les propos de l'observateur politique de Radio Liberty, Valery Kabalovitch. Il est devenu l'otage du système qu'il a créé, explique Kabalovitch à Al Jazeera. Il ne pouvait quitter le pouvoir, même s'il le voulait. Il craint pour sa vie et sa liberté, donc il gardera son pouvoir coûte que coûte. Le point ici, c'est que Loukachenko sait qu'il est soutenu par Poutine. La Biélorussie est prise dans une spirale mortelle en raison de son lien avec la Russie. Loukachenko l'a déjà identifié. Le 20 octobre, le Kiev Indépendance a indiqué que la Biélorussie souhaite discuter avec l'Ukraine pour trouver un accord sur la fin de la guerre. Ivan Tortu, chef du comité de sécurité d'État de la Biélorussie, a tenté de réagir positivement à cette initiative. Notre président travaille autant que possible afin de stabiliser la situation dans la région. Nous avons équilibré les intérêts des parties dans cette situation compliquée et tendue, a déclaré Tortu à la télévision d'État biélorusse. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Loukachenko ne pensait pas à la stabilisation en croyant que les forces de Poutine écraseraient l'Ukraine. Ce n'est qu'après des années d'échecs de la Russie à obtenir une victoire par la force militaire que Loukachenko a commencé à prendre des mesures qui pouvaient être interprétées comme une tentative de se rapprocher de l'Occident. Cette déclaration montre que Loukachenko veut discrètement signaler aux pays visés par Poutine que la Biélorussie est ouverte à la coopération. Reste à voir si ces nations écouteront. Mais le simple fait que Loukachenko fasse ce genre de démarche montre qu'il s'agit d'un homme qui pense que le président russe, qui a si longtemps tiré les ficelles, n'a plus la capacité de mettre ses menaces à exécution. La Biélorussie est au bord de l'implosion à cause de la guerre de Poutine, et Loukachenko tente juste de survivre. Comme nous l'avons expliqué dans une vidéo publiée il y a environ un mois, regardez cette vidéo pour en savoir plus. Cependant, ce qu'il faut retenir ici, c'est que même l'un des alliés les plus proches de la Russie commence à douter de faire partie de l'empire que Poutine est désespéré de créer. Au Venezuela, en Biélorussie, en Syrie ou en Iran, l'influence de Poutine faiblit. Son empire s'effondre et les fissures apparaissent, bien plus près de chez lui que Poutine ne l'admettrait. Alors que son emprise mondiale se relâche, Poutine devient encore plus désespéré parce que l'Ukraine est l'une des principales causes de la chute de son empire. Ce n'est pas qu'une expression. La défense ukrainienne a mis en lumière la faiblesse réelle de l'armée russe. L'Ukraine est passée à l'offensive, et ses frappes sur le territoire russe ont encore plus limité la capacité de Poutine à contrôler ses marionnettes. La British Broadcasting Corporation a souligné début octobre que les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes ont affaibli la mainmise de Poutine sur son pays, sans compter ce qu'il veut transformer en État marionnette. Début octobre, l'Ukraine avait frappé 21 des 38 plus grandes raffineries de pétrole de la Russie. En 2025, rapporte la British Broadcasting Corporation. Beaucoup de ces raffineries ont été frappées plusieurs fois. La raffinerie de l'oblast de Saratov en Russie a été touchée pour la 3e fois cet automne, notamment le 3 novembre.
Ces frappes répétées ont rendu extrêmement difficile pour la Russie d'effectuer des réparations, ce qui a entraîné d'importantes pénuries de carburant dans le pays. La Russie, confrontée à une grave situation, a fortement accru ses importations de carburant depuis la Biélorussie pour compenser les pénuries. Loukachenko doit se demander à quoi bon être la marionnette de Poutine si la Russie ne peut même pas satisfaire ses besoins en essence. Lui et d'autres marionnettes que Poutine veut contrôler se demanderont si la puissance financière de la Russie s'affaiblit, comme sa puissance militaire. En août, le Kiev indépendant a indiqué que les frappes à longue portée ukrainiennes avaient coûté à la Russie 4% de son produit intérieur brut. Cela représente 741 milliards de dollars, et ce chiffre date d'avant que l'Ukraine n'intensifie réellement ses frappes contre les raffineries en août, septembre et octobre. La Russie perd de l'argent suite aux attaques ukrainiennes, tout comme son armée perd des soldats en défendant le territoire ukrainien. Ces deux problèmes affaiblissent la Russie. Et une Russie affaiblie n'est pas en mesure de maintenir l'empire que Vladimir Poutine essaie de construire. Moscou n'est désormais plus à l'abri de la colère ukrainienne, qui vise maintenant l'infrastructure énergétique de la ville. Ils vont perdre leur réseau énergétique, et ce n'est qu'une question de temps, affirme J.N. Kiev dans sa vidéo. 6 sous-stations ont déjà été touchées. Ce sont toutes de grandes sous-stations. Plus l'Ukraine les frappe, plus il est difficile de les remplacer, car les points de défaillance augmentent. Encore une fois, les marionnettes de Poutine vont se demander à quoi sert un marionnettiste incapable de protéger la capitale de son pays. Oui, des gens comme Maduro supplieront toujours le soutien russe. Mais même dans ces cas-là, Poutine a bien trop de problèmes en Ukraine, et chez lui, pour offrir le niveau de soutien qu'il aurait pu fournir il y a 5 ou 10 ans. Tout ce qui arrive à l'Empire russe découle directement de la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine. Et que fait Poutine à ce sujet ? Il ne cherche pas à arrêter l'invasion. Au lieu de cela, il entraîne la Russie dans une spirale qui la rapproche encore plus de l'effondrement de son empire. Pendant qu'il se concentre sur des questions importantes, comme faire arrêter des chanteurs qui ont blessé ses sentiments. Le 29 octobre, NBC News a rapporté via Reuters qu'un groupe de musiciens de rue, devenu viral pour avoir chanté des chansons anti-Kremlin, avait été arrêté et emprisonné par la Russie. Voilà jusqu'où Poutine est tombé dans ses tentatives désespérées de garder un certain contrôle sur son empire. Il n'arrive plus à menacer l'Occident, et il n'est plus capable de soutenir tous les régimes qui servent de marionnettes à ses ordres. Au moins, certains musiciens dangereux ont été retirés des rues russes. Alors que ces régimes marionnettes s'effondrent, Poutine doit affronter une vérité brutale. Il est fini. La guerre en Ukraine ronge la Russie et a bouleversé l'équilibre mondial au point que la Russie pourrait ne jamais s'en remettre. Découvrez ce que cela signifie vraiment dans notre analyse de l'arrêt de la machine militaire russe. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres analyses sur la façon dont le désir de pouvoir de Poutine conduit à sa propre chute et à celle de son pays. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.